Voilà, alors le point de vue de l'infectiologue, voilà, donc vous m'avez demandé de parler. Alors je vais surtout parler de beaucoup de choses sauf d'antibiotiques parce que comme Aurélien en a déjà parlé, je vais donc m'appesantir plutôt sur des recommandations. Alors j'ai repris les recommandations, on en a déjà discuté là longuement. J'ai repris les recommandations de l'EAU, notamment neurourologie qui date de 2024. Il y a les recommandations générales qui datent de 2025, j'y reviendrai aussi. Donc on a déjà dit tout ce qu'il y a sur cette diapo quasiment, hein, ne pas faire de CBU intempestif. Les infections urinaires récidivantes peuvent révéler une prise en charge sous-optimale, c'est ce qu'on vient de voir avec Pierre, et il n'existe pas de panacée. Donc on va y revenir là-dessus. Ne pas utiliser la bandelette urinaire, là non plus, donc on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est vraiment un élément important. Les patients sont systématiquement colonisés, donc ça ne sert à rien. C'est le diagnostic, Aurélien vous l'a dit, il est clinique. Éviter l'usage d'antibiotiques au long cours pour les infections urinaires récidivantes et optimiser plutôt le traitement de type WOCA qui a été mis en place à Garches, hein, c'est-à-dire le cycling, là aussi qui a démontré un faible impact sur l'émergence de bactéries multirésistantes. Alors, en ce qui concerne les éléments plus spécifiques à la neurourologie, là aussi, ça a déjà été dit, mais j'y reviens parce que c'est quand même un point très important. Les antibiotiques, c'est pas automatique, et les antibiotiques, c'est pas non plus anxiolytique. Donc, il faut vraiment jouer sur une part importante de l'anatomie, améliorer la fonction vésicale, retrait des corps étrangers, ça a déjà été dit, les cathéters hydrophiles dans l'autosondage, et donc, je vous ai dit, l'antibioprophylaxie quotidienne, on n'est pas trop pour, plutôt le cyclage hebdomadaire antibiotique. Alors, on peut évidemment évaluer un certain nombre de thérapeutiques non antibiotiques qui vont avoir des points d'impact à différents niveaux. Le schéma est un petit peu complexe, simplement on va essayer de balayer ces différents points d'impact que sont la virulence, c'est-à-dire la capacité d'une bactérie à entraîner des dégâts dans des tissus, l'adhésion bactérienne qui est très importante au niveau de la vessie avec Escherichia coli, mais on a vu, et Aurélien en a parlé, qu'il y avait des modifications structurales de cette neurovessie et que ça pouvait expliquer un certain nombre d'échecs, notamment des antibiotiques, jouer peut-être aussi, pourquoi pas, sur la mobilité et sur la formation du biofilm. Alors, ce qui est dit et qui est non recommandé actuellement par l'EAU dans son guideline de neurourologie, mais attention, ce qui est dit aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Hein, donc, on le voit, les recommandations de l'EAU varient parfois d'une année à l'autre, mais on est bien obligé de s'y référer. Eh bien, c'est les probiotiques pour l'instant qui n'ont pas leur place, mais par manque d'essais de bon niveau. La L-méthionine, dans le cadre de l'acidification urinaire, il y a une époque où on utilisait la vitamine C, et puis les traitements homéopathiques. Pour l'instant, on n'a pas de niveau de preuve assez élevé pour pouvoir proposer ces traitements, mais charge évidemment à vous éventuellement de mettre en place des essais dans ce domaine. Alors, je vais insister plus particulièrement sur la cranberry. Alors, le AU s'y est intéressé et ses avis sont différents d'une année à l'autre. Donc, la cranberry, c'est quoi? Vous connaissez tous. Hein. C'est donc un produit naturel qui a un effet inhibiteur de l'adhésion d'Escherichia coli sur l'urothélium. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'on a démontré, nous, dans notre laboratoire, qu'il y avait également une activité anti-mobilité sur la formation du biofilm et également sur le métabolisme du fer. Le métabolisme du fer, c'est un métabolisme très important chez les bactéries. Ça leur permet de maintenir leur fitness. Alors on voit bien là sur cette diapositive, alors la flèche, ça doit être ça, je suppose. Ici, donc, vous n'avez pas de principe actif de la cranberry qui s'appelle les proanthocyanidines, et vous voyez des Escherichia coli adhérer à de l'urothélium, et ici, lorsqu'on traite les urines avec la proanthocyanidine, on voit qu'il n'y a plus de fluorescence. Les Escherichia coli qui avaient été rendus fluorescents n'adhèrent plus à cet urothélium. Donc l'idée, évidemment, c'est d'utiliser ce produit dans la prévention des infections urinaires par défaut, évidemment, d'adhésion des bactéries à l'urothélium. Alors, j'ai sorti ce papier qui est relativement moyennement récent, qui s'intéressait à essayer de comprendre pourquoi l'EAU, les recommandations européennes, changeaient d'avis régulièrement. Et en fait, pourquoi les méta-analyses sur l'efficacité de la cranberry dans la prévention des infections urinaires aboutissent à des conclusions contradictoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, chaque méta-analyse réalisée à des temps différents
inclut des études différentes. Alors, évidemment, dans le temps, on va inclure les études les plus récentes, mais souvent, il y a une hétérogénéité d'inclusion, et c'est-à-dire que les études qui devraient être reprises, qui ont été incluses dans les méta-analyses précédentes, ne le sont pas, pour parfois des raisons méthodologiques. Les populations varient fortement. On s'adresse à une population très variée qui n'a pas la même physiopathologie d'infection. Il y a une variabilité de la définition également avec le seuil de positivité. Là, c'est un véritable problème. Certaines méta-analyses contiennent des patients à vessie neurologique, jusqu'à 40% du poids total des conclusions. Et lorsque l'on s'intéresse uniquement à la cystite récidivante de la femme jeune, là, on trouve un effet positif. En revanche, si on mélange des populations complexes, eh bien là, ça devient plus problématique. Lorsqu'on le regarde en sous-analyse spécifique avec vessie neurologique, vous voyez qu'il n'y a aucun effet de la cranberry. Et quand on prend des études un peu plus spécifiques, concernant la vessie neurologique, aucune de ces études, je les ai prises par ordre chronologique, ne montre d'effet bénéfices clairs de la cranberry chez les patients à vessie neurologique. Alors, est-ce que la raison n'est pas véritablement connue, possiblement liée à des anomalies de l'urothélium, mais il y a aussi possiblement d'autres raisons, c'est que toutes les souches d'Escherichia coli ne sont pas sensibles à la cranberry. C'est un petit peu comme les bactéries aux antibiotiques. Alors, évidemment, ça s'est gommé quand ce sont des essais randomisés, puisqu'il n'y a pas de raison que le hasard ne distribue pas les souches de la même manière des deux côtés. Mais vous voyez que les recommandations de l'AU sont claires, c'est qu'actuellement, la cranberry n'est pas recommandée dans la prévention des infections urinaires chez les patients neurologiques. Autre point de discussion, c'est l'ipurate de méthénamine, qui lui aussi a été l'objet d'une revue Cochrane qui commence un petit peu à dater, où 13 études avaient été incluses regroupant 2032 participants, et une analyse également avait été réalisée par sous-groupe selon la présence ou l'absence d'anomalies du tractus urinaire. Quand on prend une population sans anomalie des voies urinaires, on retrouve que ce soit sur l'impact sur les infections urinaires symptomatiques. Alors, c'est un peu bizarre de parler d'infections urinaires symptomatiques, parce que quand on parle d'infections urinaires, elles sont habituellement symptomatiques, mais c'est comme ça que la Cochrane l'exprime. Sur les bactériuries et l'efficacité d'un traitement court, on a des différences significatives lorsque le produit est utilisé. Lorsque l'on prend des patients avec des anomalies de la urologique, et en particulier des vessies neurologiques, eh bien, on n'observe aucun bénéfice, que ce soit sur le plan de la survenue de l'infection urinaire ou des bactériuries. Et donc, les recommandations européennes ne recommandent pas la prescription de ce produit. Ah, j'ai plus la main, l'ordinateur tourne tout seul, là, je sais pas, il doit y avoir un esprit qui s'est introduit. Alors, le démanose, Aurélien avait fait une publication qui commence un petit peu à dater sur le démanose. L'intérêt donc du démanose, c'est que c'est un leurre et qui va empêcher l'adhésion des Escherichia coli. L'Escherichia coli va se complexer avec le démanose plutôt que d'aller se fixer sur l'urothélium. C'est en fait une compétition de type enzymatique, et le complexe bactérien démanose est alors éliminé au moment de la miction. Qu'en est-il chez les patients à vessie neurologique ? Eh bien, souvent, on a une variabilité de la nature de la bactérie, et donc ce n'est pas que de l'Escherichia coli. Deuxièmement, certaines formes d'Escherichia coli présents dans les vessies neurologiques, possiblement du fait de leur capacité d'internalisation, comme il a été dit, ont des modifications d'expression de la partie terminale du fimbrier, qui est la zone qui va s'accrocher sur l'urothélium. Les biofilms qui sont liés au cathéter, lorsqu'il y a des sondages à demeure, eux, peuvent modifier l'action anti-adhésive du démanose. Et enfin, la stase rend difficile la vidange, la chasse mictionnelle du complexe démanose-bactérie, ce qui pourrait expliquer les échecs. Et donc, le démanose, pour l'instant, n'est pas recommandé dans la prise en charge des vessies neurologiques, des infections urinaires, des vessies neurologiques en termes de prévention. Alors ici, je vous ai un petit peu résumé ce qu'il y a dans le domaine de la vaccinothérapie et de l'immunothérapie. J'ai sélectionné 4 études qu'on pourrait dire majeures dans le domaine, qui concernent évidemment, comme vous le voyez, des patients qui ont une vessie neurologique. La majorité sont en sondage intermittent.
3 études concernent la prise d'un LISA oral polyvalent contenant donc plusieurs types de bactéries qui s'appelle l'OM89, et un essai concernait l'utilisation d'une forme sublinguale, celles-là étant donc des formes sous forme de capsule, la forme sublinguale qui était personnalisée, qui était mise en préparation en fonction des bactéries présentes chez le patient. Alors il y avait différents schémas thérapeutiques, une surveillance qui n'excédait pas habituellement 1 an, et des collectifs relativement faibles, avec dans la plupart, donc la totalité des études, la mise en évidence d'une diminution significative de la fréquence des infections urinaires, mais avec quand même des niveaux de preuve qui étaient retenus comme étant moyens pour la première étude, parce que c'était une étude randomisée sur un faible collectif, 70 patients, une étude rétrospective, une étude pilote randomisée avec un effectif très faible de 48 patients, et enfin une étude purement prospective non randomisée. Alors, que disent les recommandations de l'EAU? Alors, c'est un peu mitigé, c'est un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme on dit, c'est-à-dire faible preuve par rapport à ce qui existe dans la littérature, peut être envisagé au cas par cas, mais là aussi, on ne nous dit pas véritablement quel est le profil des patients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a une étude en cours qui est coordonnée par Aurélien et Lionel Pirotte de Dijon, qui s'appelle Retrain, qui est une étude multicentrique, randomisée en double aveugle, qui vise à démontrer la supériorité de l'OM89, dont je vous ai parlé, par rapport au placebo, notamment sur la réduction de la consommation d'antibiotiques. Il n'y a pas que ça, il y a évidemment la fréquence des infections urinaires. Et donc cette étude est actuellement en cours. Autre point d'intérêt, les bactériophages. Alors, les bactériophages, ce sont des virus qui ont la capacité de pénétrer dans des bactéries et qui vont utiliser ce que l'on appelle la voie lytique, c'est-à-dire que ces phages vont introduire leur matériel génétique au niveau de la bactérie, qui va produire de nouveaux phages et qui va libérer ces phages en tuant la bactérie. Alors, l'intérêt de ces bactériophages, c'est qu'il a été démontré une synergie avec les antibiotiques. Alors là, c'est une étude qui a été faite sur Burkholderia ceanocepacia. Alors, c'est pas la bactérie que vous trouvez le plus fréquemment, évidemment, dans les urines, mais c'était une problématique chez les patients porteurs de mucoviscidose, et on montre bien que lorsqu'on associe des antibiotiques, en particulier de la ciprofloxacine ou du méropenem, à un traitement par bactériophage in vitro contre ces bactéries, il y a une plus grande efficacité. Les bactériophages ont également une activité sur les biofilms. Alors là, ça concerne essentiellement des études in vitro sur des cathéters essentiellement en polystyrène, où il est démontré que le bactériophage est capable de pénétrer dans le biofilm et d'aller chercher la bactérie qui s'y trouve. Et enfin, il est démontré que l'utilisation de cocktails de phages a une activité supérieure à des phages individuels, mais attention, à condition de les administrer in situ, le mélange in situ, et non pas de le préparer en avance, puisqu'il a été démontré que lorsque les phages étaient préparés à l'avance, on avait un risque d'échec. C'est ce qui avait été démontré dans l'essai Fago-Burn qui avait été conduit par l'hôpital de Percy chez les Grands Brûlés. Alors, quel est l'intérêt de ces phages? Tout d'abord, c'est la spécificité par rapport aux antibiotiques. L'antibiotique, vous avez un spectre qui est plus ou moins large et vous allez balayer plusieurs types de bactéries, alors que le phage s'adresse spécifiquement à une bactérie. C'est la réplication au site d'infection tant qu'il y a de l'infection, et ensuite ça s'arrête. C'est l'absence d'effets secondaires majeurs par rapport aux antibiotiques. C'est également le maintien d'une sensibilité, des résistances qui sont faiblement décrites par rapport aux antibiotiques, et c'est la possibilité de mettre en place, de fabriquer ou tout au moins d'adapter des nouveaux phages rapidement par rapport à la problématique, contrairement au domaine de l'antibiothérapie où il faut plusieurs années pour qu'un nouvel antibiotique soit commercialisé. Alors actuellement, la problématique, c'est qu'il y a trop peu d'études randomisées contrôlées, que la population est souvent hétérogène. Quand vous prenez la littérature des pays de l'Est qui ont développé cette thérapeutique, on a des collectifs qui sont très faibles. On nous rend des résultats égaux à 100%, mais le N est égal à 1, donc ce qui ne veut pas dire grand-chose. La voie d'administration, la durée, la posologie, tout ça sont encore à définir, et donc les protocoles sont à standardiser, mais évidemment, il faut là aussi monter de nouveaux protocoles. Alors, il y en a deux qui tournent. Enfin, il y en a un qui tourne, qui est ce protocole-là, mais qui est un protocole de phase 1B,
chez donc les patients avec lésions médulaires. Cet essai, en fait, va s'adresser uniquement à évaluer la tolérance et la sécurité du produit. Et il y a un essai de phase 1-2 qui évalue à peu près la même chose, mais qui a été arrêté pour, semble-t-il, des modifications de la stratégie du laboratoire qui commercialisait les fâches. Alors, cette étude concerne, cette revue systématique qui est relativement récente, concerne les instillations vésicales de différents produits. Alors, je vous ai passé les détails, mais elle a sélectionné presque 2000 études, en a inclus 8, représentant 346 patients, ce qui ne fait pas finalement beaucoup au total, et les conclusions, qui sont un petit peu étonnantes à mon goût quand même, parce que c'est un peu péremptoire, indiquent que les instillations vésicales, que ce soit d'antibiotiques, essentiellement des aminosides, d'antiseptiques, d'acide hyaluronique, et la pratique du cathétérisme intermittent, alors là, il y a une faute d'orthographe, la gentamicine, le lactobacillus rhamnosus, tout ça, sont efficaces et sûrs chez les patients ayant une vessie neurogène souffrant d'infection, donc la gentamicine, pardon, il y a une faute, étant le produit le plus recommandé parmi les agents étudiés. Alors, qu'est-ce que nous disent les recommandations? Effectivement, les recommandations, au vu, en fait, de cette revue systématique, mais qui correspond à un collectif quand même qui est relativement faible, recommandent le lavage intravésical quotidien à l'iode, l'agenta intravésicale et l'acide hyaluronique comme étant des options possibles et prometteuses, mais quand même avec le bémol de du faible niveau de preuve et surtout d'un nombre d'études quand même qui reste pour l'instant limité. L'interférence bactérienne, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vous inoculez de l'Escherichia coli non pathogène dans la vessie. Je vais aller vite, c'est toujours la même équipe, Darwish et Hull quasiment, qui ont travaillé sur ce sujet, en sachant que ici aussi les collectifs sont très faibles et que la plupart du temps ce sont des études ouvertes. Donc il est pour l'instant difficile de conclure. Ce que conclut le AU, c'est de dire que c'est une approche expérimentale pour l'instant non recommandée en raison de la pauvreté des données. En conclusion, la prévention des infections urinaires chez le patient neurologique, c'est une prise en charge multidisciplinaire, bien entendu, avec un parcours de soins personnalisé. Il n'y a pas une seule entité infection urinaire récidivante, et c'est pour ça que ce qui est proposé, évidemment, c'est d'adapter la prophylaxie individuellement dans une démarche de type approche, erreur, essai, erreur, et d'évoluer, évidemment, en fonction des problématiques spécifiques du patient qui est à prendre en charge. Merci. Merci Albert. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai une sur la gentamicine, parce que quand je vais dans les congrès, qu'on fait les courses, les trucs, etc., les Américains, oui mais on a la gentamicine. Qu'est-ce que tu en penses de la gentamicine? Parce qu'il n'y a pas d'études de pharmacocinétique. Non, alors non, en fait, il y a alors il y a quelques papiers, il y a un papier, alors j'ai pas ressorti. Cameron, mais ce que j'en pense pas du bien, quoi, parce on est quand même pas. Les infectiologues ont quand même tendance, et c'est vrai aussi sur les plaies, et il y a un spécialiste de la plaie dans la salle, j'ai perdu, il est là. Donc on a tendance à dire que l'antibiothérapie locale, on sait vraiment pas ce que ça fait, quoi. C'est-à-dire que à la fois en termes de pharmacocinétique et de pharmacodynamique, on a très peu de données, et le risque, c'est quand même à terme de faire de la sélection de mutants résistants. Mais donc là, le papier est concluant, mais c'est sûr que si on a possiblement un effet aussi toxique, plus qu'antibiotique à un moment donné. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques années, pour pas dire il y a longtemps, on mettait de l'acide borique sur les escarres ou sur les plaies, et on avait l'impression que ça marchait, mais bon, c'était des effets plutôt toxiques sur les bactéries. Donc, j'en pense pas tellement du bien, cette proposition, si vous voulez, à mon avis. Mais j'étais bien obligé de vous le citer parce que les recos, paradoxalement, les recos européennes le préconisent. Et donc, c'est là où je dis il y a bémol parce que ça ne repose que sur cette revue systématique et qui est très faible. C'est très utilisé aux États-Unis. Oui, mais on sait ils surveillent pas trop la résistance aux États-Unis. C'est pas trop leur problème. Non. D'autres questions, d'autres remarques? Non. Écoute, merci beaucoup pour cette belle revue.